Mes lunettes sont sales et donc vous avez de la chance de nous suivre en podcast pour pas voir ma tronche, ma transfor tronche, car aujourd'hui nous parlons de Transformers One, Transformers le commencement en France, parce que One, personne ne sait ce que ça veut dire. J'avais oublié qu'on pouvait ne pas regarder l'émission en utilisant la technique du podcast. Uniquement l'écouter. Et aujourd'hui, du coup, vous allez entendre une nouvelle voix, voir un nouveau visage, car nous troquons un nono contre un lolo. Je suis l'autre. Bonjour. Bonjour Laurent, comment ça va ? Mais ça va très bien, merci de m'accueillir, merci de m'avoir invité. Et on est allé voir tous ensemble en IMAX Transformers le commencement, oui. Ce film d'animation qui est inclus ou non dans la timeline des films, on sait pas trop. En tout cas, l'objectif est de relancer la franchise pour Hasbro et Paramount. Objectif. J'imagine que quand tu appelles un film le commencement, tu as quand même une vaste idée que ça doit être inclus dans une timeline, non ? Oui. Le recommencement, je peux me rappeler. Mais il pourrait faire un préquel au commencement. C'est tout à fait possible, ça s'intègre dans le lore. Exactement, mais il y a tellement de lore dans Transformers. Évidemment, on va parler de tout ça dans le contexte, justement, mais avant, les traditionnels catchphrases. Et on commence avec toi, Laurent. Alors, moi, ce que j'ai trouvé, c'est pas dingue, mais c'est le silence des robots. Oh, c'est pas si mal. À voir comment ça s'intègre dans... Enfin, pourquoi tu as pensé à ça. Toi, Floris. J'ai cherché plein de vannes, je pensais que c'était facile en fait d'aller dans l'univers de Transformers et de trouver des vannes, et en fait c'était beaucoup plus difficile que prévu. J'avais un truc avec la jeunesse des autobêtes, mais je me suis dit que ça allait beaucoup trop de blessés. Ça me fait mal au cœur. Et donc je me le suis interdit, j'ai opté pour Transformers, c'était mieux avant. Et je vois à ton regard que... Quoi? Tu me supplies d'y mettre un point d'interrogation et j'accepte ta proposition à genoux. Vraie question. Moi, j'en avais deux. Je vais dire les deux parce que je suis assez fier de moi. Ah, quand même. Il a joué un petit rôle avant en disant oui, moi j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé avant les 5 dernières minutes. Donc, il y en a un, c'est la fameuse catchphrase « Si on faisait une émission de rap de merde » qui serait... des mineurs déter enterrent le déterminisme social. Boum. Excellent. Mettez un beat derrière moi. Et sinon, moi, celle que j'ai au final sélectionnée, c'est Donc celle-là, tu l'as pas sélectionnée? Non, je l'ai pas sélectionnée. Elle fait partie des petits bonus DVD. Donc c'est pas grave de pas la sélectionner. Absolument pas grave. Ma vraie catchphrase, c'est Optimus remet son modem en marche et se lance dans la politique. Un génie. Alors, on va faire comme d'habitude un petit peu de contexte pour comprendre un petit peu ce que c'est que Transformers. Peut-être que... Alors, si vous nous regardez, sachez que nous allons spoiler le film. Gros retournement de situation, si vous connaissez rien de l'univers de Transformers. Barrez-vous, si vous l'avez pas vu encore, faut vous barrer. Transformers à la base, on sait que c'est des jouets. Alors, en réalité, c'est des jouets dans les années 80 japonais. Qui ont été sortis sans trop de succès sur le territoire japonais et nord-américain, mais vraiment, comme je vous disais, sans trop de succès, sauf qu'à ce moment-là, il y a la boîte Hasbro américaine qui se dit on aimerait bien lancer une nouvelle gamme, on a nos G.I. Joe qui fonctionnent très bien. Quand même, entre le Japon et les États-Unis, il y a quand même souvent, d'un point de vue ciné, Godzilla. des passerelles. Et bizarrement, c'est toujours une alliance qui te plaît. Ouais, exactement. C'est souvent emprunté à la culture japonaise aussi de base. Les Américains reprennent en fait. Exactement, ouais, tout à fait. Ouais. Et là, justement, Hasbro, ils sont allés voir cette entreprise japonaise dont j'ai oublié le nom et on dit tu sais quoi, on se serre la main, on va juste rebrander vos jouets qui se transforment et on va les vendre. Et c'est là que Transformers est né, mais ils savaient un truc. Qu'ils ont eu du flair. Ils ne se sont pas juste dit on va vendre des jouets qui se transforment en voiture, on va leur donner une histoire. C'est comme ça que les enfants vont avoir un lien émotionnel avec ces jouets. Et donc ils sont allés voir les gars de chez Marvel et ils leur ont demandé écrivez-nous les prénoms, les noms de famille, leur grande-tante, leur histoire, leur background. Et donc de ça est né donc Optimus Prime, Bumblebee, tous ces grands figures qui dès les années 80 étaient là. C'est pour ça que c'est le bordel dans cette mythologie, parce que c'est Marvel qui l'a écrit. C'est ça. Mais on était bien loin de l'époque du MCU et d'ailleurs Marvel ont fait des comics aussi, Transformers. Enfin, c'est assez intéressant de voir comment c'était lié au début et maintenant c'est des entités qui sont... Est-ce qu'on peut dire plus que des jouets, Guillaume ? Plus que des jouets, évidemment. C'est avant tout une famille. Pour moi. Non, alors, on a évidemment eu un nombre incalculable de jouets, de séries, et d'ailleurs un premier film d'animation fin des années 80 qui donc a connu un certain succès avec des controverses, beaucoup de violence dans ce dessin animé, des parents, des enfants qui sortaient en pleurs des salles de cinéma parce qu'on avait tué Optimus Prime dans le film, motif qui reviendra et d'ailleurs même dans le commencement là, Optimus Prime qui meurt, ça fait partie des incontournables maintenant et plusieurs séries jusqu'en 2007 et là je vais vous récupérer avec mes deux petites mains puisque on a Michael Bay qui sort Transformers, le premier film en live action. Le commencement en quelque sorte.
le premier commencement. Une belle claque à l'époque. Une énorme claque encore aujourd'hui pour le regarder assez régulièrement tous les mardis soirs. Est-ce que tu dirais que c'était mieux avant alors ? On va y venir, on est sur le contexte. Mais Transformers, il faut savoir que Michael Bay, il s'est emparé du concept qui est très proche de ce qu'il aime. En fait, c'est le fait d'avoir une caméra qu'on va appeler pénétrante. C'est une caméra qui va aller dans les interstices tout le temps dans son cinéma. C'est ça, c'est aller dans les endroits. Il est fasciné par l'imbrication des machines, des systèmes entre eux, chose qu'on perdra plus tard. Mais alors lui, vraiment, il est passionné par ça. Il adore filmer ces transformations. Il trouve que ça apporte une cinégénie, en fait, assez impressionnante de ces corps qui se transforment en d'autres. Et pour le coup, je pense qu'il vient le faire pile au bon moment, c'est-à-dire au moment où les VFX sont en capacité de rendre hommage à ça. Parce que c'est pas un film qui a vieilli tant que ça, je te rejoins là-dessus, je regarde pas tous les mardis, mais je trouve qu'il l'a pas fait trop tôt, où ça aurait pu être complètement kitsch et ringard. Il a fait pile à un bon moment où on pouvait faire, je pense, exactement ce qu'il voulait. Mais c'est encore hyper d'actualité, parce que quand tu regardes les CGI de Transformers, ça n'a pas vieilli. Ouais, complètement. C'est toujours très, très réaliste, très crédible. Mais totalement, ouais. C'est vraiment... en fait, c'est ILM qui faisait les effets spéciaux et qui... Les fait encore, du coup. Qui aujourd'hui, en fait, c'est ILM qui fait l'animation de Transformers One, mais à l'époque, ils faisaient que les effets numériques. Ils ont repoussé les limites de la technologie de l'époque pour comprendre la réflexion de la lumière sur des métaux différents, etc., etc. Et je me souviens même pour Transformers 3, je peux en parler pendant des heures de Transformers, mais ils sont arrivés au bout de leur logiciel de montage, et je crois même que c'était un des films montés sur Premiere, je suis pas certain, et ils ont demandé à Adobe, faites-nous une version où on peut aller plus loin, lui faire bouffer plus de rush. On peut faire ça, parce que on a été plusieurs fois au bout d'Adobe Premiere. On peut les appeler, pas de problème. Parce qu'à chaque fois qu'on les a appelés, ils nous ont expliqué que c'était pas possible, il fallait redémarrer l'ordinateur. Eux, ils ont pu, et notamment parce que le 3 était en 3D. En tout cas, c'était une saga qui a eu un succès monumental. On parle de 700 millions de dollars au box-office pour le premier. On est monté jusqu'au milliard avec le troisième et le quatrième, l'âge de l'extinction. Âge de l'extinction qui porte bien son nom parce que c'était le dernier film qui a fonctionné. Celui avec les dinosaures et tout là ? Les Dinobots, s'il te plaît. Dinobots. Peu de respect. Dinobots. Peu de respect, hein. Ils se transforment en quoi d'ailleurs, les Dinobots ? En véhicule aussi. Oh punaise, ça fait 30 ans que je l'ai pas vu car c'est un film que j'aime pas trop. J'aime pas les Dinobots. J'adore les dinosaures en général, j'aime les Transformers, mais je trouve que ce film-là est boursouflé, ne fonctionne pas très bien. C'est comme signe de quelque chose pour eux. Le jour où ils ont vu que t'avais pas aimé, ouais, non, on a arrêté la... ça j'y crois pas. Je veux bien accepter plein de choses, mais les dinosaures... On commence depuis le début. Et non, ils ont pas recommencé depuis le début, puisqu'ensuite il y a eu Transformers 5, The Last Night, et encore une fois, Extinction prédisait la fin de la franchise. The Last Night, c'était vraiment The Last film de Michael Bay. Il a lui-même saboté avec tous ces changements d'aspect ratio au sein d'un même champ contre champ. On pouvait avoir jusqu'à 3 ratios différents, donc des bandes noires qui allaient se resserrer et s'élargir. Mais quand même beaucoup de pouvoir de pouvoir saboter son propre film sans que personne dise rien. Parce qu'en fait, il était intouchable. Il venait de faire 1 milliard. C'est un peu comme Todd Phillips. Ouais, voilà, avec Joker. Donc il a fait un petit peu ce qu'il voulait. J'aime bien, moi, ces mecs qui, à un moment donné, disent « Tu sais quoi, on prend l'argent, s'en fout. » Mais oui, mais il a raison. Franchement, il a eu raison de le faire. Et il avait dit, d'ailleurs, à l'époque du 3, si j'en fais un 4e, vraiment, c'est que je suis au bout du rouleau. Et je pense qu'il était vraiment, vraiment au bout du rôle s'il n'avait pas le choix. À partir de là, Michael Bay, comme Steven Spielberg, sont tous les deux producteurs des suites, ou des reboots, ou des préquels. On a eu Bumblebee, qui était un semi-échec. Qu'on a appelé Bumblebee ici avec Nono. Et c'est très dommage parce que moi j'ai adoré Bumblebee, notamment pour son intro, et j'adore le réalisateur Travis Knight, qui est aussi le président de Leica Studio, qui est un peu le concurrent de Hardman en animation stop motion, un vrai fan d'animation. Et du coup j'étais content qu'il réalise ça. C'était pas un grand succès, mais c'était quand même plutôt un bon film, je trouve. Et il y avait John Cena extraordinairement marrant. Et on a eu quoi d'autre ? Oui, Rise of the Beast, le dernier film en live action qui est censé se passer en 1994 avec les Maximals et Optimus Primal, bien sûr, leur leader. Tout le monde connaît, évidemment. Ça, j'ai trouvé ça horrible, perso. Et donc, tous ces échecs, parce que Bumblebee, c'était pas un succès, Rise of the Beast, c'est un échec. Et là, ils se sont dit, on va faire... Après ce longue introduction de ma part, je suis désolé, mais au moins vous savez où on en est. Économiquement parlant, c'est très compliqué. Ils font on sait si c'est compliqué ou pas, parce que c'est quand même des films où l'écosystème est tellement basé sur le marketing, sur les jouets, sur tout ça, que finalement, même s'il n'y a pas grand monde qui le voit, il faut quand même considérer la plupart des films comme des publicités. C'est des pubs. Ouais. Et donc, quelque part, même si peu de gens les voient par rapport à d'autres succès au box-office, ça peut quand même être intéressant d'ailleurs, parce qu'il y a une transformation, pour le coup, en espèces sonnantes et trébuchantes de la part du public. C'est un tunnel de conversion, un peu, on pourrait appeler ça, où les consommateurs du film vont devenir des consommateurs de BD, de jouets, etc. Et ça fait un cercle vertueux, mais il n'empêche qu'on
constate que la marque, elle s'essouffle auprès du public. Elle n'a pas le charme d'antan, l'appel du public est moindre. Et donc, ils ont besoin là de redonner un élan, un vent de fraîcheur. Un peu comme à cette chronique finalement. Oui, exactement, on a besoin d'y aller là. Et du coup, on va aller avec cette critique et je vais te demander d'abord, toi, Laurent, ce film d'animation, qu'est-ce que tu en attendais et qu'est-ce qui t'a frappé ? J'en attendais pas grand-chose, j'y suis allé plutôt par curiosité pour voir un petit peu ce qui serait fait autour de l'univers avec un film d'animation sur ce sujet-là. J'en ressors satisfait, mais ma catchphrase c'est le silence des robots parce que j'ai l'impression qu'en fait on m'a rien apporté de plus. Enfin, j'ai l'impression que c'est des histoires qu'on a déjà eues. Enfin, il y a des arcs narratifs qui existent déjà, je sais pas, c'est deux copains qui ensuite deviennent des grands ennemis. C'est le gentil, le gentil au début qui est présenté comme est gentil, en fait c'est le méchant. Enfin, c'est un truc qu'on a déjà vu et en fait on le voit tout de suite. En fait, on crame tout de suite que Sentinelle, en fait, il est beaucoup trop sympa pour être crédible. Que les deux, il y aura forcément une rivalité qui va s'imposer. On voit tout de suite qu'il y a Optimus et puis des 16 qui vont vraiment s'affronter. Pour moi, c'est le méchant de Wish et puis Professeur Xavier et Magneto. Ouais, donc c'est des choses que j'ai l'impression que j'ai déjà vues. Donc j'ai pas été surpris. Par contre, après au niveau de l'animation, c'est vrai que c'est quand même très chouette. Même un peu brouillon parfois, comme je trouve. J'ai pas toujours tout suivi. Peut-être parce que je suis vieux maintenant, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai quand même trouvé très joli. Et voilà, c'est une analyse qui est pour le moment simple, mais... Non, mais c'est intéressant parce que je partage ton avis sans être d'accord. Mais je vais y revenir. Il y a quand même un message politique derrière aussi. Ah bah évidemment, on va y venir parce que le message politique, je trouve que c'est le truc le plus intéressant du film. Comme à chaque fois. Évidemment. Tu veux d'abord voir des films politiques. Le jour où tu iras voir des vrais films politiques, tu vas adorer le cinéma. Je trouvais que ça manque de robots. Mais toi, Floris, justement, au niveau de l'arc narratif de ce film d'animation, qu'est-ce que tu en as pensé ? Je rejoins Lo, je me suis fait la réflexion que j'étais sans doute trop vieux et que si je pouvais pré-shot tout ce qui allait se passer, c'est sans doute parce que j'étais vieux et que j'avais vu beaucoup de films, jusqu'à me faire la réflexion que il suffisait d'être un enfant et d'avoir vu Wish pour savoir qu'un gentil, trop gentil est probablement un méchant. Donc c'est vraiment, ça va pas aller chercher très très loin là-dessus. Après, je pense comme toi qu'il y a deux films et du coup ça suppose de faire un peu deux critiques de ce film, la partie divertissement et la partie film politique. Et sur la partie divertissement, moi je suis quand même fasciné par ce style d'animation là, je trouve que ça en met plein la vue, c'est vraiment très agréable. Je sais pas si ça me fascine plus que le premier, que c'est pour ça que dans mon titre je supposais que c'était peut-être mieux avant. Je te permets de te couper, mais c'est différent parce que les premiers films étaient vraiment ancrés dans la vie réelle, donc ça se passait sur Terre et en fait il y avait que les robots qui étaient un petit peu différents de ce qui se passait sur Terre. Là on est vraiment dans l'univers Transformers où toute l'ADA, je trouve qu'elle est très chouette, enfin la cité qui est montée à l'envers, les routes qui s'autobotent toutes seules, c'est génial. Il y a des super. Ça aurait été très agréable de l'avoir dans une sorte de live action ou en tout cas dans des VFX qui soient plus photoréalistes. Je trouve que là ils ont fait un parti pris qui d'ailleurs est assumé comme étant économique. Je suis d'accord. On voulait le faire en live action et ça coûtait 600 ou 700 millions. Donc en fait le choix il est artistique mais il est aussi économique pour faire ce film qui se passe sur Cybertron et qui traite de ces sujets-là. Il fallait le faire en animation. D'abord pour des raisons économiques. Je pense qu'effectivement ça aurait été encore plus spectaculaire avec du photoréalisme. Néanmoins le style est chouette. Il y a plein de trucs très très beaux à voir. J'aime pas leur gueule par contre. Alors voilà, j'ai des réserves sur le style et notamment sur leur visage. Je trouve ça pas beau. C'est pas beau et c'est pas crédible du coup parce que cette espèce de métal. Tout le reste est crédible par contre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que une structure robotique, tu t'imagines, t'as les épaules, les articulations, tout ce qui va avec, tout ce qui constitue. Ok, par contre, le visage métallique qui se déforme avec les lèvres, ça va pas. Alors que dans les premiers films, ils avaient des lèvres qui étaient un petit peu mécaniques et c'était des pièces qui constituaient les parties du visage. Je suis d'accord. Et là, pour reprendre ce que tu disais aussi par rapport au côté photoréalistique, il y avait un fun fact à l'époque qui était sorti sur Transformers 1. Les équipes de VFX avaient dit que sur un ordinateur domestique de base, donc il y a déjà 10 ans, c'est ça ? Ouais, 2007. Il aurait fallu, alors c'est marrant, il aurait fallu 11 000 ans pour rendre le film. Ah ouais. Sur l'ordinateur. Alors je sais pas ce que c'est des. Ah ouais. Ordinateur de personnel, 11 000 ans. Okay. Et du coup, je te rejoins sur le côté, ça manque. Alors sur certains plans, il y a vraiment un côté, les reflets métalliques, la peinture, tu vois, les petites paillettes que tu as dans les peintures métallisées. Je trouve que les textures sont très belles. Par contre, c'est vrai que je voulais retrouver l'aspect visuel que j'avais vu dans les films. En fait, c'est ça qui m'avait marqué et que je trouve ça trop classe. Mais et oui, du bien coup, sûr. Le film d'animation, alors si c'est pour des raisons budgétaires, je comprends, mais ça aurait pu être encore plus beau. En fait, visuellement, moi, ça me plairait beaucoup si c'était un jeu vidéo, parce qu'en fait, on a l'impression. Alors, évidemment, c'est outrageux de le présenter comme ça, mais les reflets métalliques, on le voit dans des jeux, y compris des jeux qui nécessitent pas d'avoir une carte graphique dingue. Je veux dire, mais voilà. C'est beau, je trouve. Donc, c'est beau et c'est agréable, mais je veux dire, c'est pas si
impressionnant que ça. Et effectivement, pour marquer le coup, il aurait fallu peut-être aller encore un peu plus loin là-dessus. Et pour revenir sur les visages, je trouve que une des clés quand même dans l'animation, c'est les yeux, c'est les regards, c'est ce qui passe à travers des émotions du visage, d'ailleurs dans la vie aussi. Ouais. Et là, on se prive de ça, ce qui fait que ça en fait un film d'action qui est assez dépourvu d'émotions différentes. Je sais pas ce que vous avez ressenti. Moi, je ressens beaucoup de satisfaction et de plaisir de voir cette action, dont on nous prive en fait de tout ce qui amènerait les dénouements, parce qu'en fait, ils nous sont tous offerts sur un plateau. Ça va tellement vite, on coupe tellement les difficultés qu'en fait, on va dire que c'est l'histoire du courage. Il suffit d'être courageux et on avance dans l'histoire. À aucun moment, ces gens ne vont réfléchir. Mais ces robots ne vont réfléchir. On va leur donner sur un plateau tout, au point que ce soit presque à un moment drôle à quel point ça va vite. Je veux dire, quand à un moment donné, ils vont se retrouver à avoir le petit prisme qui leur donne la carte, tu dis non, mais c'est un sketch, ça peut... il forcément une fausse piste, quoi. Ouais. Et en fait, voilà, c'est un peu presque une parodie de film d'action qui voudrait aller vite et qui nous donne immédiatement, uniquement ce qu'on a envie de voir. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Après, dans la partie artistique, il y a quand même des vrais moments de grâce, je trouve, que ce soit parfois par la musique et le sound design, où c'est assez incroyable. Le sound design, il y a une grande histoire de sound design dans Transformers. Bien sûr. Ça fait partie du plaisir de regarder le film. Et qu'on retrouve là, et c'est très agréable, ou des moments d'une extrême beauté, je trouve, la scène de transformation, enfin des abysses où Optimus Prime tombe et devient Optimus Prime. Ouais. Vraiment, je trouve que c'est absolument magnifique. Donc c'est pas le plus beau plan. Moi j'ai adoré, moi. C'est assez. Moi j'ai préféré la partie où il y a je me rappelle plus du nom, mais c'est Megatron, je crois, qui est ressuscité. Et là il y a toute une histoire qui est faite. C'est des particules de souvenirs. Et je trouve que c'est la plus intéressante visuellement. Ça, moi j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, alors que je trouve que la scène où il tombe dans les abysses, elle est hyper poétique, d'un film qui est en plus hyper coloré, hyper contrasté. D'un coup, on a une sorte de moment de grâce. Je trouve que cette scène est absolument sublime. Il y en a plein, il y a plein de beaux moments comme ça. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a deux choses qui m'ont marqué. C'est vraiment ce moment dont tu parles, qui est en plus le climax émotionnel. Moi, j'ai eu des frissons toute cette. En fait, c'est la séquence. Mais c'est un des seuls. C'est ça que je reproche aussi, c'est qu'il y a assez peu de climax émotionnel et aussi il y a assez peu d'humour dans ce film. Là où il y avait sans doute un potentiel très fort de faire des vannes, parce que dans chaque film d'animation, on peut ajouter un personnage qui fait des vannes. Là, globalement, alors c'est pas du tout servi par Philippe Lachaud qui, on a l'impression, double, on l'a vu en VF, double ce personnage en ayant conscience qu'il est un peu chiant et il s'est dit je vais doubler un personnage chiant, là où le secret est souvent dans une des clés du doublage, c'est d'aimer son personnage même quand il est chiant, ce qui en fait un personnage attachant. Là, il ne l'est pas du tout et il est pas du tout porteur de ressort comique et c'est dommage. Il est mieux en VO. Que, en termes, sans doute ça m'a donné envie de voir la VO parce que c'est pareil, Audrey Fleurot, elle a une voix magnifique mais elle s'écoute beaucoup parler et donc ça participe un peu au fait que parfois ça nous sort un peu du film, tout ça. Donc voilà, c'est un divertissement que j'ai trouvé spectaculaire, avec énormément de défauts quand même, notamment dans la construction du récit où tout tombe un peu tout cuit et où on assiste quand même à beaucoup de personnages qui ne réfléchissent pas. Alors, et après, il y a une partie politique, mais j'imagine que tu veux... Je vais me faire déjà le contre de ce que vous avez dit sur certains points. Je suis d'accord avec l'idée que la structure du scénario est extrêmement classique. Ça ne me dérange pas, c'est un film familial, grand public. Ça m'embête pas qu'on se serve d'arcs narratifs qui ont été éprouvés, qui fonctionnent pour raconter quelque chose dans cet univers. Moi, ça me va. Je l'accepte comme contrat cinématographique. Ce qu'il faut, c'est, comme disait Hitchcock, je crois, c'est attention, dans la douche, il y a peut-être un tueur. Mais il disait aussi, ça n'a rien à voir, il disait aussi, il vaut mieux partir du cliché que d'arriver au cliché. Et honnêtement, moi je trouve que ce film illustre très bien le truc. Évidemment qu'au début on sait ce qui va se passer, on n'est pas surpris jusqu'au bout, mais par contre l'exécution elle est parfaite. On a un mec, Josh Cooley, le réalisateur, qui était notamment le réalisateur de Toy Story 4, qui était très efficace, il aime ses personnages, vraiment. Il n'y a, à l'heure du cynisme dans les blockbusters, notamment Marvel, où on se moque de soi-même, il y a une sincérité dans Transformers One qui est rafraîchissante. Ils aiment leur univers. Sincèrement, en fait, c'est des adultes qui aiment Transformers, c'est moi. Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que cette sincérité, elle transpirait tout au long du film. Mais je suis complètement d'accord. Adorable. C'est pas du tout l'inverse. Il y a même une sorte de virtuosité où vraiment ils ont fait le meilleur. Enfin, il y a des plans. Encore une fois, ce qui est fascinant dans Transformers, mais tous autant qu'ils sont, les plus ou moins bons, en fait, c'est que souvent c'est parasité par un scénario tellement médiocre que ça peut te sortir du film où tu te dis tout ça pour ça. Et ça conduit systématiquement, et ça m'avait conduit à pas trop aimer le 1 non plus pour ces raisons-là.
là, et plus ça avançait, plus j'avais du mal à accrocher. Je crois que moi j'ai arrêté au 3, mais en les ayant revus parce que tu m'as montré des extraits, en fait je me rends compte que ça dessert les films et que j'en ai oublié la virtuosité de réalisation. Et c'est vrai que ce film là aussi, on a envie de le mettre sur pause, de le revoir, de revoir des extraits, parce que ça va tellement vite, mais c'est tellement génial dans les petites idées qu'ils ont trouvées, que vraiment je te rejoins. Je pense que ce sont des gens qui sont des artistes, qui aiment leur univers et qui ont vraiment essayé d'en faire le meilleur. Après, est-ce qu'on est obligé, bien sûr que tous les films utilisent régulièrement les mêmes arcs narratifs, la même manière de traiter un sujet et tout, mais y avait-il pas quand même moyen de le faire un peu mieux ? Peut-être, mais je pense que pour minimiser les risques, il faut prendre des éléments connus et qui je trouve que c'est pas... Alors peut-être que c'est une mode maintenant, mais le fait de faire en sorte que des personnages ne souffrent plus, que tout leur tombe tout cuit et que ça avance trop vite, j'ai l'impression de voir un mauvais épisode de Game of Thrones à la fin de la série. Ouais, où ils avaient décidé d'accélérer le temps, de faire en sorte qu'il y avait que les étapes que les personnages affrontaient et d'enlever tout ce qui fait qu'à un moment donné, si tu veux que ça paye off, il faut quand même qu'il se passe quelque chose même dans l'ordre de la souffrance. Mégatron oui, enfin bref. L'ascension du méchant est trop rapide. Il pète un plomb, mais genre en... Pour moi, c'est un mauvais Star Wars. Je trouve que c'est... Il pète un plomb en 4 plans, quoi. Il nous a trahi, je vais le tuer. Et avec un motif de haine et d'énervement qui, pour moi, n'est pas crédible. Il est beaucoup trop fort. C'est trop rapide. Ouais. Alors, il est super pote. Alors, il se check tout le long. Ils sont très proches, très potes. Et le gars vrille, quoi. Il supporte pas la trahison et il y a plus personne du coup. Ça me fait la parfaite transition avec l'aspect politique du film, puisque le fait que Mégatron, D16 devienne Mégatron en passant du côté obscur, est en fait la symbolique de la politique qui déçoit son peuple et qui en crée les futurs assassins et extrémistes, etc. Les propres artisans de son échec. C'est un film, comme je disais, sur le déterminisme social. Vraiment, clairement. C'est une révolution. Moi, je trouve que... C'est le soulèvement d'un parti travailliste et qui retourne le gouvernement qui est en place. C'est une vraie révolution, exactement. Et surtout, parler de ça à l'intérieur d'un film aussi classique, d'une structure aussi classique, moi j'aime. Je trouve que c'est intéressant de dire, voilà, il y a des êtres dans notre société à qui on prive du succès de leur plein potentiel pour maintenir un ordre qui est rongé par la corruption. Moi j'adore ça. J'adore qu'un film Transformers me surprenne. C'est pour ça que je vous dis, je suis pas surpris dans le film. Moi j'ai été surpris tout le long qu'il parle de ça. Mais encore une fois, c'est pour ça que moi je sépare vraiment ma critique en deux. C'est est-ce qu'on critique comme un film, comme un divertissement pur et dur, auquel cas il a ses qualités et ses défauts, et ça reste un excellent divertissement. Et après, est-ce que dedans il y a quelque chose de l'ordre de la sociologie qui est très inhabituel pour un film d'animation? Est-ce que ce propos-là est intéressant? Est-ce qu'il est abouti ou pas? Moi, c'est un peu la deuxième partie de ma critique aussi. Je suis pas d'accord avec toi et avec vous sur le fait que c'est un film qui illustre la lutte des classes ou qui montre le soulèvement d'un peuple, justement parce que je trouve que c'est beaucoup plus malin que ça. Et c'est en ça où je trouve qu'il y a vraiment un travail qui est très surprenant et très intéressant, c'est d'avoir intégré en sociologie ce qui va plutôt être proche des thèses de Pierre Bourdieu du siècle dernier, qui est la théorie un peu des mythes et du fait que justement ce qui est intéressant dans ce monde-là, c'est que les peuples ne se révoltent pas. On n'est pas dans des classes qui essayent de renverser, on n'est pas du tout dans quelque chose de révolutionnaire, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus vicieux que ça et qui est vraiment développé dans la littérature de Bourdieu, qui est que les gens se satisfont de l'environnement dans lequel ils sont parce qu'en fait on leur a inculqué des mythes dans lesquels ils ne peuvent pas se sortir. C'est ça. Et on va retrouver ça en fait, c'est-à-dire un monde figé qui n'a pas l'air d'être d'ailleurs foncièrement malheureux. Ils sont pas, alors certes ils bossent beaucoup les mineurs, mais ils sont convaincus de l'ordre social qu'on leur a établi comme étant l'évidence pour eux. C'est ce que Bourdieu appelle, je crois, la violence sociale, où on leur envoie des symboles qui sont tellement forts qu'en fait ils ne peuvent pas sortir de leur environnement. Et ça, pour le coup, cette mise en image là d'une forme de déterminisme, mais aussi de ces mythes qui produisent une société qui en fait est apaisée, parce que cette société n'est pas du tout bouillonnante dans le film. Non. Elle est décrite comme quelque chose qui tout va bien. C'est l'ordre. En fait, ils vont bien. C'est l'ordre. Parce que c'est mensonger du coup, et en fait ils connaissent pas du tout la réalité. En tout cas, c'est la structure de leur société. Mais c'est ce que décrit Bourdieu dans la manière dont il analyse la société aujourd'hui, et que on n'est pas forcément que dans une lutte des classes de la bourgeoisie contre le prolétariat et dont l'un voudrait s'emparer du pouvoir de l'autre, etc. Mais qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus vicieux que ça, où même les gens qui font partie des classes qui sont exploitées, en fait, eux-mêmes vont reproduire des codes, ce que Bourdieu appelle les champs, et ils vont
eux-mêmes établir une hiérarchie. D'ailleurs, on le voit avec le personnage féminin qui elle-même va conduire à empêcher des gens qui sont sous son commandement d'évoluer, de se rebeller, etc. Parce que tout est basé sur l'idée qui est une forme de mythe également, que l'ascenseur social va fonctionner, et on voit en fait ces personnages et je trouve que pour le coup, pour un film d'animation, cette mise en image-là de ces thèses de sociologie qui sont quand même en fait assez complexes, elle est bien faite parce que on a l'impression que oui, ils sont persuadés qu'ils ont beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Qu'ils peuvent monter dans l'ascenseur social ou qu'ils peuvent descendre dans l'ascenseur social. On voit quand même un soulèvement dans le film aussi. On a quelqu'un qui est issu du parti des mineurs, qui arrive à se hisser, à sortir tout ça, et qui arrive à ramener auprès de lui tous les gens qui faisaient partie de son milieu social pour se soulever et se battre avec les moyens qu'ils ont pour renverser le pouvoir qui est en place. Pour moi, c'est la partie qui est complètement ratée dans le film. C'est-à-dire que je pense que d'abord, je notais qu'on voyait ça dans le film. En fait, ce ne sont pas du tout pour moi des gens qui se soulèvent, ce sont des gens qui sont soulevés. C'est-à-dire qu'on part d'un monde pour arriver au même monde. C'est vraiment transformé pour rien changer. C'est-à-dire qu'on a, en fait, et je trouve, le gros problème de ce film. Oui, non, parce qu'ils retrouvent un petit peu leur dépendance énergétique sur oui, mais alors du coup, c'est pareil. En fait, c'est pas la société qui change. C'est d'un coup, on retrouve une abondance hypothétique. Mais je trouve que cette partie du film-là, ça part d'un postulat qui est, je trouve, assez intelligent, parce que je me mets aussi dans la tête des familles, des enfants qui sont pas forcément confrontés tous les jours à ces thèses-là de notamment, on le voit très bien, le blocage de l'ascenseur social, cette mythologie comme quoi on pourrait pas avancer et que certaines parties de la société seraient pas pour nous, elle est tellement ancrée que c'est son pote qui lui dit non, on peut pas participer à cette course de voiture parce que c'est pas pour nous. Ils ont plein de limitations qui leur sont induites, et ensuite, on va être bloqué dans, je pense, la problématique de ce jeu, de ce jouet qui est Transformers, qui est un jouet qui est quand même daté et qui est quand même du XXe siècle. Oui. Et avec des problématiques où on essaye de nous faire un préquel en bidouillant, mais on est quand même obligé de retomber un peu sur ses pattes parce que derrière, il y a une mythologie qui existe et qu'il y a tout un lore qu'il faut pas complètement perturber. Et du coup, c'est chiant parce que on se retrouve à avoir des gens qui vont, en tout cas, ces héros qu'on va suivre, qui vont prendre conscience du fait que tout ça est bullshit, que tout ça est de l'ordre de ce que Bourdieu appelle les mythes, et que on peut en fait s'en affranchir et qu'on n'a pas grand-chose à perdre en s'affranchissant de ces mythes, et que le risque vaut la chandelle, qu'il vaut mieux mourir en ayant essayé plutôt que d'affronter cette société-là. C'est Optimus, ça. C'est Optimus, tout à fait. Ouais. Et en fait, à la fin, plutôt que d'avoir une société de gens qui peut-être réfléchissent à leurs conditions, alors le nom, les Autobots le laissent penser qu'ils vont réfléchir à leurs conditions, mais parce qu'ils sont autonomes. Dans le film, en fait, à aucun moment, en fait, on remplace un leader par un autre leader. Alors, personne ne réfléchit et on retrouve dans un ordre social établi. C'est-à-dire que d'un coup, on est une société, et ça rejoint, c'est pour ça que mon titre c'était mieux avant, c'est qu'en fait, leur société qui est censée avoir été libérée, elle est encore plus conne à la fin qu'au début. C'est-à-dire qu'ils avaient un monde qui était finalement socialement assez apaisé, avec toutes les problématiques que peut avoir cette société-là, qui est basée sur une forme de mensonge, mais on se retrouve à avoir deux leaders qui prennent en otage chacun une partie du monde, sans les amener à réfléchir à quoi que ce soit, et qui n'ont aucune vision sociétale d'avenir à leur proposer. Ce n'est pas un avenir désirable que de se battre d'un côté comme de l'autre pour absolument rien. Le but, c'est la volonté de ne pas vivre dans le mensonge aussi. Ouais, oui, mais ils vivent dans le mensonge, puisque en fait, pour moi, la recherche d'une vérité, elle ne peut pas passer par quelqu'un qui arrive et qui dit, surtout dans une ère de fake news, il arrive, il montre une vidéo, personne ne la remet en cause, et d'un coup, il retourne tout le monde à sa cause. Pour moi, c'est catastrophique comme message. Je vous dis vraiment, je pense que pour les enfants, c'est pas un bon message. C'est assez intéressant parce que ce matin, quand je suis arrivé, je t'ai demandé un terme que j'avais sur le bout de la langue, c'était le terme schizophrène, et en effet, c'est un film qui est schizophrène, qui te justifie le capitalisme comme seul modèle viable, tout en taclant certaines des dérives autoritaires que le capitalisme en lui-même peut induire à travers la corruption, le mensonge, etc. Et en même temps, on a un Optimus Prime qui est plus légitime, avec de gros guillemets, pour l'idée dans le sens leader, le leadership, ce peuple, mais qui vire quelqu'un qui s'est fait lui-même leader, avec ses propres moyens, en étant désigné par un dieu, comme étant meilleur. Pour quelle raison? En fait, il est moins légitime presque que Megatron pour diriger. C'est très étonnant. Pour moi, un des pires moments du film, c'est que on suit quand même dans ce parcours d'héros. Alors effectivement, c'est un jouet du XXe siècle et qui est très masculin. On a un personnage féminin qui est amené parce qu'on est en 2024, qui se trouve être
un personnage féminin brillant. Et un des pires moments du film, c'est quand Optimus prend le lead du peuple sans l'avoir consulté, la démocratie n'existe pas là-dedans. Ouais, il a convaincu tout le monde comme un leader, mais pour moi c'est Donald Trump, quoi. C'est-à-dire qu'il a convaincu avec des grands mots et des grands trucs, genre on nous ment, et en fait le peuple est beaucoup plus puissant, mais sans aucune raison valable, vraiment. Tout le monde le suit bêtement, et il a à côté de lui une femme dont il vient lui dire, toi t'es plus brillante que moi surtout, mais c'est donc moi qui vais l'idée et je vais t'utiliser. Mais c'est catastrophique. Oui, c'est vrai que ça vraiment, ça ne va pas du tout. Mais alors, c'est là que justement, on se limite à ce qu'est Transformers. Et alors, comme on dit, Optimus, c'est la figure de proue. Il y a Optimus, il y a Bumblebee. Après, les autres sont très intéressants. Il y a Megatron de l'autre côté. Est-ce que ça l'empêchait de donner le pouvoir peut-être ou de développer ça avec un personnage féminin et puis de faire un autre film où peut-être en fait elle aurait été une méchante dans un film. Je veux dire, pourquoi pas. Là, vraiment, elle est évacuée. Pour moi, c'est vraiment la masculinité toxique et le patriarcat dans toute sa splendeur, où tu as un homme qui n'a aucune légitimité. Et je trouve que ce qui est dommage aussi quand même, quand tu es censé travailler sur l'éveil des sociétés, le déterminisme, enfin le fait de se déterminer soi-même, de rejeter tout ça, toute cette illusion méritocratique qui est montrée dans le film, etc. En fait, l'idée, c'est quand même un peu de réfléchir. Et là, dans le film, c'est encore le plus fort et le plus grand. Et d'ailleurs, il est matérialisé par étant plus fort et plus grand quand il revient. Et on vient t'expliquer, en fait, si t'as pas de cog, c'est pas grave. Mais en fait, on voit bien que si. Le but, c'est quand même d'avoir un cog. En fait, le propos initial est brillant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça dans un film familial. Il y a une illustration de plein de tests sociologiques qui sont hyper intéressantes. Super. En fait, néanmoins, ça se termine mal pour moi. Ça se termine mal. Et après, mine de rien, moi j'ai du mal à bouder mon plaisir. Je suis content que Optimus dirige les Autobots parce que c'est ce que je veux voir aussi. Mais moi j'aurais aimé qu'il les dirige mieux que ça. Oui, non, mais ça c'est sûr. Et il faut savoir que le public de Transformers, les gens qui aiment Transformers comme moi, on est très attaché à la figure paternelle qui est Optimus Prime, qui est quelqu'un qui a toujours des discours qui sont super émouvants. Moi, je sais que dans ma liste des choses que je coche quand je vois un Transformers, c'est il faut que Optimus il ait une voix grave, qu'il ait tout le temps des discours un peu paternalistes. C'est vrai que Jack France c'était génial en VF sur les films. Et surtout que le film se termine par Optimus qui fait un monologue. C'est super important pour moi. Si le film Transformers ne se termine pas par Optimus qui fait un monologue, c'est qu'on a loupé un truc. Normalement, c'est My name is Optimus Prime and I have a message for nanana. Et ça, c'est super important. Ça me fout les frissons. C'est important. Donc, du coup, ils ont vraiment coché. Moi, je fais partie des gens, quand même, il faut le savoir, qui regardent régulièrement juste des compilations des discours d'Optimus Prime. Je trouve que ça, c'est comme les vidéos qui te motivent quand tu vas courir. Moi, vraiment, ça me fait du bien. Mais parce que pour moi, tu es ce qu'on appelle un homme du XXe siècle. Mais c'est possible. Non, mais je comprends ce que tu dis et je comprends aussi, et j'ai un peu d'empathie pour les gens qui ont écrit ce film, qu'effectivement, t'es bloqué par une mythologie, par un jouet, par plein de choses qui ont été écrites avant et c'est difficile. Mais voilà, on est en 2024. Moi, je crois, mais vraiment énormément au fait que la culture permet de changer le monde et que les représentations qu'on fait de la culture permettent de donner des visions, de se projeter, de changer les choses. Et je trouve que ce film, il part, tu te dis waouh, ça va être trop bien. Et cette illustration-là, même sur l'estrade, qui est un peu volée à Silo d'ailleurs, hein, les gens qui se retrouvent dans des niveaux et d'autres choses. Silo est vieux et assez ancien pour le coup. Mais on va retrouver plein de trucs intéressants et c'est dommage de terminer sur un message de faites confiance à votre leader. Et en fait, tous ces gens, après le film, je pense qu'ils vivent quasiment tous moins bien. La preuve, c'est qu'on connaît la suite. Et ils sont tous en guerre. Ils sont tous en guerre. C'est une guerre éternelle. Ils sont en guerre les uns contre les autres, ils savent même plus pourquoi. En fait, les héros qu'on nous vend dans ce truc-là comme étant libérateurs, en fait, auront produit quelque chose qui est bien pire que ce qu'ils cherchaient. Alors peut-être que c'est un message aussi, mais pour le coup, on a l'impression que ce capitalisme d'illusion est plutôt la meilleure manière d'avoir une société apaisée, puisque si on prend le film dans l'autre sens, c'est plutôt le début et plutôt une fin plus agréable. Exactement. Lolo, est-ce que tu as un truc à rajouter avant qu'on passe au plus et au moins ? Ça manque un petit peu de lore pour moi. J'aurais voulu savoir comment est-ce qu'ils sont créés les Autobots, comment on leur enlève leur cœur et comment ils s'en rappellent pas. Et aussi la partie sur les aliens un peu méchants que j'ai trouvé très flippant. Je trouvais dans le vaisseau, la musique, tout ce qui entoure le truc un peu gluant et à la fois mécanique. Je trouvais ça très très cool. Ouais. Mais ça manque d'histoire là-dessus. C'est un vrai point fort. Les Quintessons, en fait, les ennemis à la base de Cybertron sont des créatures, comme tu dis, biomécanique, mais plus bio que mécanique. Et le design de ces créatures et de leur vaisseau. Le vaisseau, il m'a fait flipper. Mais oui. Je trouve que c'était. Mais je me souviens pas d'un seul film live action
qui est une idée aussi inspirée pour un vaisseau ennemi. Enfin, là, on a un truc que j'ai jamais vu Quand avant. il l'ouvre et sa gueule avec la langue, Mais oui. C'est trop bien. C'est génial. C'est franchement, moi, j'ai des frissons d'en parler. J'adore les concepts de design il y a dedans, et je sais que Giger, qui nous écoute pas parce qu'il est mort, mais donc le monsieur qui avait fait les designs d'Alien aurait été très très fier de ce genre de design. Et pareil aussi, je rajoute un mot sur l'univers, sur la surface de la Terre, où on voit le sol qui prend des formes différentes et tout. C'est très très bien aussi. Ouais, c'est très très cool. Tout à fait. Il y a des vraies claques visuelles à voir au ciné. On a l'impression vraiment absolument, pas forcément en IMAX, pas forcément en 3D. On l'a vu en 3D. Elle est sympa, mais elle est pas bossée plus que ça. Et enfin, je trouve qu'on n'est plus surpris par la 3D. Non pas que ce soit pas désagréable, c'est toujours plus immersif et à choisir, j'ai toujours envie de voir en 3D, mais à aucun moment on a une fascination liée à la 3D, je trouve, dans ce film. Parce que c'est pas pris en compte dans la mise en scène. Il y a un plan, moi, que j'ai trouvé très immersif, c'est quand la caméra se trouve sur la route qui avance et qui se fait toute seule. Et là, je trouve qu'il y avait une bonne immersion. Un côté Wipeout un peu. Ouais, exactement. Mais en vrai, il y a plein de plans géniaux. Après, déception quand même que le rapport d'image soit pas en IMAX. Je comprends pas pourquoi on continue de vendre des écrans IMAX. On les vend très cher. En tout cas, nous, dans notre cinéma, c'est 9 € de supplément si vous avez le pass, et sinon, ça doit être 25 balles la place pour un film qui n'est pas au ratio IMAX, alors que rien n'empêche qu'il le soit, puisque. Oui, c'est un export en IMAX à faire. On comprend pas vraiment. Moi, ça me. Je comprends pas non plus la logique de Pathé de ne mettre les films en 3D que sur des salles IMAX, alors qu'ils sont pas taillés pour. Vraiment, on a toujours l'impression un peu de se faire arnaquer par les salles de ciné, et c'est dommage. Mais j'ai été content pour le son IMAX. On va passer au plus et au moins, et on va commencer avec les plus. Lolo, qu'est-ce que tu as marqué comme plus dans ta tête ? Je crois l'avoir déjà dit dans ma critique, mais les plus, c'est l'aspect visuel général du film. Comme une grosse surprise, j'aurais aimé peut-être un peu plus de réalisme, mais tout se tient, j'ai beaucoup aimé. Et dans les moins, c'est... Attends, les moins, on passe après. On va faire les moins. Floris, toi, les plus ? Le double plus pour les deux facettes du film schizophrène, comme tu l'as dit, mais vraiment un divertissement de qualité avec un côté fascinant visuellement, et l'apport de thèmes sociologiques dans un film pour une famille, mine de rien, qu'on soit d'accord ou pas sur la manière dont ça évolue, ça amène de toute façon toujours à réfléchir, et c'est toujours intéressant, contrairement à ces personnages qui réfléchissent pas beaucoup. Alors moi, pour les plus, on a vraiment l'animation, l'action, la mise en scène de l'action, surtout. Le lore, moi j'aime bien. Je trouvais que il était pas indigeste, parce que c'est quand même tout le folklore qu'il y a autour de Transformers dans leur univers, ça peut être beaucoup pour des nouveaux venus. Là, ils ont réussi à faire simple, efficace. La musique que j'ai beaucoup aimée, bien que sous-mixée très souvent, au moment où il fallait qu'elle soit là, elle était là, et elle était très bien composée par Brian Tyler. Le climax émotionnel qui a beaucoup fonctionné sur moi, même si je savais comment Megatron Optimus allait finir. Moi, je savais pas, tu vois, à ce moment-là, j'avais un peu oublié. Voilà, je l'avais dans ma projection de ce qui peut se passer. Il y avait peu de possibilités que ça se passe différemment, mais c'est pas quelque chose que j'attendais. Et vraiment, je trouvais cette scène magnifique. Et c'était géré. Moi, je trouve que c'est, en termes de réal, la meilleure séquence où tu as en parallèle la création du plus grand méchant et du plus grand héros de cet univers. J'ai trouvé que c'était à l'image de Star Wars épisode 3, quand Luke et Leia sont en train de naître et que Anakin devient Dark Vador. C'est exactement pareil. Je trouve qu'elle écrase tout le film, cette séquence-là. Ah oui, complètement. Tout le reste du film, c'est un excellent divertissement, mais ça reste de l'ordre du mi-commercial, mi-artistique, on va dire. Et là, on est dans l'artistique. Ouais, complètement. Ouais, j'ai trouvé qu'ils sont lâchés là-dessus. Et surtout, je l'ai dit et je le redis, c'est l'absence de cynisme. C'est tellement rafraîchissant, ça me fait trop plaisir de voir ça, de voir des gens qui aiment leur univers. Eh ben, Marvel, prenez-en de la graine. Pour les moins, du coup, Lolo. Du coup, dans les moins, je vais revoir à la baisse que je pensais, mais du coup, je vais juste me limiter sur tout ce que j'ai pu pré-shot un petit peu dans l'histoire. Là. Ok, là. Ça manque un petit peu de. Je sais pas, je repensais. Récemment, j'ai vu aussi Le Robot Sauvage, et ben, je trouvais que c'était plus intéressant, ou en tout cas, j'ai plus été surpris par le scénario que par Transformers. Mais avec l'analyse de Floris, je change un petit peu mon avis, parce que c'est vrai que c'est un petit peu un double film, et c'est intéressant. Floris, les moins. Les moins, c'est pour moi dommage que ça aille trop vite pour la partie film d'action. Je trouve que c'est dommage qu'on nous empêche de voir des personnages confrontés à des problèmes. Moi, j'aime bien les problèmes et j'aime bien les personnages qui savent les résoudre. Là, finalement, à partir du moment où ils ont décidé d'avoir du courage, tout s'ouvre à eux comme sur des roulettes et ça se passe très bien. Et ensuite, il suffit d'être le plus grand et le plus fort et ça se passe bien. C'est un peu dommage pour la partie film d'action. Et ensuite, on l'a longuement évoqué, mais pour la partie film politique, je trouve que c'est dommage de traiter aussi bien le habitus et tous ces trucs de sociologie. Et puis finalement de le casser avec le mythe de l'homme providentiel que moi je déteste, que je pense ça fait beaucoup de mal à la société. Et en plus de ça,
un sorte de revival du patriarcat décomplexé parce que finalement ça choque personne qu'elle soit réputée meilleure mais qu'en fait on lui donne pas la place qu'elle mérite. Tout ça m'énerve un peu. Ouais, je comprends tout à fait. Bon, moi pour les moins, c'est le character design étrange des visages. Vraiment, j'ai trouvé ça étrange, même dérangeant. L'humour, surtout matérialisé par Bumblebee, même si on sait pourquoi ils lui ont fait beaucoup parler, c'est parce qu'ensuite il va perdre sa voix et du coup c'est ça qui est drôle déjà de base, que Bumblebee parle beaucoup, ça fait du bien quand même, mais l'humour est pas bien écrit. Et la mise en scène des séquences de dialogue, j'ai trouvé qu'autant l'action c'était super bien mise en scène, autant les séquences de dialogue c'était d'une platitude. Souvent t'as les deux persos dans un cadre et c'est tout. Trop bizarre, j'ai trouvé. Au lieu des chants contre chants un petit peu différents. Ouais, ou juste autant d'inventivité et d'imagination que dans les scènes d'action. Là, on a, la caméra même fixe. Enfin, on dirait qu'elle est sur un trépied. Mais on a presque même l'impression, ce serait un film en live action, on se dirait, en fait, c'est pour ça que ça se passe aussi vite. C'est qu'en fait, ils ont coupé toutes les scènes malaisantes de dialogue. Là, ça paraît compliqué de se dire qu'ils ont coupé, mais quoique, pourquoi pas. Ils ont dû couper. Mais vraiment, ça donne cette impression-là qu'effectivement, tout ce qui est dialogué étant inutile, on en a coupé le maximum et on vous balance que l'action. Ouais. Bon, mais ce qui n'est pas plus mal puisque le contrat, pour moi, est atteint. Et en parlant de contrat atteint, on va passer aux notes sur 5. Lolo. Ce sera un 4 pour moi. 4 sur 5. Excellente note. Floris. Pour moi, un 3,5 sur 5, mais c'est compliqué parce que, encore une fois, tout dépend du point de vue dans lequel on se place. Et pour le coup, il y a un côté un peu Barbie, propre à un film de jouets, qui est d'avoir réussi à faire quelque chose qui s'approche un peu plus d'un film d'auteur, un peu plus d'un film politique ou d'un film avec un propos derrière, même si c'est maladroit, même si ça reste bâclé. On comprend les pièges dans lesquels ils pouvaient ou pas tomber et les raisons de ces pièges-là, mais je trouve qu'ils ont essayé de faire avec le cœur le mieux possible avec un sujet qui reste quand même un énorme sujet marketing. Et pour moi, mon cœur est dit 5 sur 5. C'était vraiment une séance que j'ai adorée. J'ai vibré avec ces robots, j'ai eu envie d'en voir plus. Mon premier réflexe, c'était je veux le revoir et je veux revoir les films. Du coup, ça a extrêmement bien marché pour moi. Mais je ne peux pas honnêtement dire 5 sur 5. Il y a trop de défauts, des vrais défauts. Et donc, Après, quand on est si proche de faire un truc très très bien, c'est trop dommage. C'est un peu dommage. Et encore une fois, il ne s'agit pas que de faire avec le cœur, il s'agit des fois encore de transcender, comme tu le dis toi-même très souvent. Et le film arrive à se transcender avec son climax émotionnel. Pour moi, c'est un 4, presque un 4,5, mais j'ai mis 4,5 au Robot Sauvage. Et objectivement, le Robot Sauvage est le meilleur film des deux. Donc je vais mettre 4 pour Transformers, le commencement. Je m'attendais à un 2, 2,5, puisque les bandes annonces étaient extrêmement mauvaises. Du coup, le contrat est totalement rempli. Et surtout, même si idéologiquement c'est assez étonnant sur la fin, et ça a le mérite de nous faire parler de vrais sujets de société. Mais vraiment. Et rien que ça. Honnêtement, moi je trouve que ma note n'a vraiment aucune importance dans le fait qu'il est il est vraiment, je pense, essentiel même d'aller voir ce film-là et de se faire son propre avis. Parce que c'est un bon moment de toute façon de divertissement. Et après, ça met en image des thèses qui sont complexes, qu'on n'a pas beaucoup vues en images. Donc ça permet d'y apporter une réflexion, quel que soit l'âge. Je trouve que c'est un film qui est important pour ça. Voilà, vous avez compris, on vous conseille de le voir, hein, vraiment. Je trouve j'ai pas eu autant de problèmes à défendre le film malgré ce que je pensais. Vous avez quand même plutôt bien apprécié le film. Dites-nous dans les commentaires si vous l'avez vu. Il vous reste honnêtement 3 heures pour aller le voir parce qu'il va être retiré des cinémas. Le film fait un flop total, 75 millions de budget. Il vient à peine de dépasser les 125 millions dans le monde. C'est un flop monumental. Je pense qu'on peut enterrer toute idée de suite, mais en tout cas peut-être que sur les plateformes ça marchera, c'est des fois aussi, mais c'est sûr. Parce que le problème c'est que la plateforme ça va être Paramount+, donc vraiment ils se tirent des balles dans le pied. C'est vrai que ça jusqu'à la suppression et le rachat par autre chose. Ouais, c'est ce qui risque d'arriver. Je pense que Apple et Paramount vont se mettre ensemble, mais bref, en tout cas on vous dit à très très bientôt, je pense, pour L'amour ouf, parce que ça aussi c'est un film qui va nous faire beaucoup parler. À très très bientôt, ciao les amis.